Visiteurs de l'E360, bonjour. Merci de nous suivre pour une nouvelle interview grand format. Aujourd'hui, nous sommes chez Wana Corporate avec son directeur général, M. Frédéric Debord. Merci de nous recevoir. Bonjour, bienvenue. Alors, on va peut-être rentrer directement dans le vif du sujet. La 4G est arrivée. Quand est-ce que les clients Inouï peuvent, par exemple, télécharger la vidéo de cette interview grâce à la 4G? La 4G va être lancée sur l'ensemble du territoire par Inouï à partir du 17. On ouvre le 17 parce qu'on a un réseau qui est prêt, parce qu'on a des offres commerciales qui sont prêtes, parce qu'on a des points de vente qui sont prêts. On a aujourd'hui 800 experts sur l'ensemble du territoire prêts à répondre aux besoins des clients. Les offres, ça va être la 4G au prix de la 3G. Donc vraiment, on veut démocratiser. On veut démocratiser, c'est pour ça qu'on fait un lancement sur plus de 21 villes, sur des axes ferroviaires, sur des autoroutes, pour que l'ensemble des Marocains puissent bénéficier de la 4G. Contrairement à un autre concurrent, vous avez préféré opérer un lancement national plutôt que d'y aller progressivement. Est-ce que ce n'est pas en fait un petit retard qui peut peut-être vous coûter un petit peu cher, non? Je pense que l'ADN d'Inouï, c'est la démocratisation. Lorsqu'on a lancé la marque il y a 5 ans, on a donné, grâce à la facturation à la seconde, le service à tout le monde. On a lancé aussi Facebook et WhatsApp pour tout le monde. On a fait la voix haute qualité pour tout le monde. Aujourd'hui, on ne pouvait pas imaginer faire la 4G simplement pour une ville ou une deuxième, puis une troisième. On fait vraiment un grand lancement. Aujourd'hui, quand on lance la 4G chez Inouï, on a plus de sites 4G qu'on avait de sites 2G lorsqu'on a lancé Inouï en 2010. Donc vraiment, on va très très profondément. On a ces 21 villes qu'on couvre. On a aujourd'hui toute la gamme de téléphones, de clés, mais aussi de MiFi pour permettre la communication à la maison. Donc vraiment, c'est un gros lancement pour nous. On a refait complètement notre réseau. Et on veut embarquer le plus possible de clients et vraiment démocratiser la 4G. Concrètement alors, un client 3G chez Inouï, oui. Que doit-il faire le 17 juin pour basculer vers la 4G? Il se rend à son agence, Inouï, la plus proche. Et là, nos experts l'accueilleront, lui feront changer sa carte SIM, lui expliqueront les nouveaux plans, lui expliqueront les débits, lui expliqueront l'avantage de la 4G, la différence de vitesse. Et on espère qu'il sortira content et qu'il aura une très belle expérience. Qu'est-ce qu'elle apportera au juste aux utilisateurs Inouï, à part sa spécificité qui est la rapidité dans le débit? Aujourd'hui, avec le taux de pénétration des smartphones, on ne fait plus comme ça avec un téléphone. On regarde. On regarde quoi? On regarde des news, on regarde des films. Et vraiment, ce qui gêne, c'est le débit, c'est la vitesse, c'est la capacité. Aujourd'hui, la 4G va donner un confort d'utilisation, le confort pour tous, d'aller voir ce qui nous intéresse sur YouTube. Et une autre caractéristique de la 4G qui est relativement importante, c'est qu'on peut poster plus facilement. C'est-à-dire que quand on va mettre ces photos ou quand on va mettre ces vidéos qu'on a tournées, ça ira beaucoup plus vite qu'avant. Et je pense que l'expérience du client, elle s'en ressentira. Et ça, on peut le sentir dès le 17 juin. Ah ça, dès le 17 juin. On pourra le ressentir même mieux, puisque Inouï lance la 4G sur le territoire, et on lance aussi sur certains centres urbains la 4G+, qui est déjà une évolution, qui permet de monter jusqu'à 250 mégabits. Là, vraiment, la différence sera phénoménale. Avant ce lancement de la 4G, la NRT avait pris des décisions importantes, notamment en ce qui concerne le partage des infrastructures, le dégroupage. Je dirais que sur ces sujets-là, il n'y a pas eu d'avancée. Donc, il n'y a pas eu d'avancée. Sur le dégroupage, il y a eu des décisions de la NRT, mais l'opérateur historique met du temps à les exécuter. Donc, le projet dégroupage prend beaucoup de retard. L'accès aux infrastructures est en train de se libérer petit à petit, mais pas assez vite. Donc, les opérateurs ont été obligés d'investir lourdement. Je pense à tort. Je pense que les investissements qu'on a faits auraient pu être mieux utilisés. On a décidé d'investir. Inouï va investir plus de 10 milliards au cours des 5 prochaines années sur tout ce qui est au débit. Il est dommage que les règles du jeu n'aient pas été plus explicites, plus rapidement. Par exemple, un autre point, la loi n'est toujours pas passée. La fameuse loi qui doit fixer les règles du jeu n'est toujours pas passée. Elle est au Parlement depuis plus d'1 an. C'est relativement regrettable. Qu'est-ce que vous attendez de cette loi? Vraiment fixer les règles du jeu. Aujourd'hui, on est dans un secteur qui est très réglementé. Il y a une autorité de réglementation, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et les règles du jeu des télécoms datent de plus de 10 ans. Il y a 10 ans, on ne parlait pas 4G, on ne parlait pas 3G, on ne parlait pas infrastructure, on parlait SMS. Aujourd'hui, on ne sait même plus ce que c'est. Donc vraiment, on veut un secteur où il y a d'énormes investissements, où il peut y avoir des abus de certains acteurs, des abus de position dominante ou des abus de gens qui descendent les prix trop bas.
il faut que le régulateur ait les règles du jeu pour dire à chaque acteur ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Vous parlez investissement alors que justement l'opérateur historique n'arrête pas de répéter que les nouveaux arrivants, les challengers, n'investissent pas assez, ils ne font que profiter de ces infrastructures, de ces investissements. Que répondez-vous à ça? Alors, aujourd'hui, l'ensemble du réseau Inouï est sur des infrastructures Inouï. Nous n'avons aucune infrastructure sur Maroc Télécom. Nous partageons quelques sites. Nous partageons beaucoup plus de sites avec Meditel. Mais nous n'utilisons aucune des infrastructures de Maroc Télécom. Lorsqu'une communication Inouï va à l'international, c'est avec nos propres capacités. Lorsqu'on utilise Internet sur Inouï, c'est nos propres capacités. Donc il n'y a pas aujourd'hui de partage d'infrastructures. C'est regrettable, c'est visible. Prenez l'autoroute et voyez régulièrement 3 antennes. Il n'y a pas de partage d'infrastructures. Et ce qui est encore plus regrettable, c'est que ces investissements, c'est quand même des devises. On achète en devises. Et on est obligé d'aller dépenser plus et d'acheter en devises des choses qu'on pourrait mutualiser et mettre nos investissements sur du service, sur du contenu. Aujourd'hui, c'est de l'équipement, c'est casser la ville pour passer 3 fibres optiques les unes à côté des autres, c'est ridicule. Vous nous parliez de 10 milliards de dirhams d'investissement sur les 5 prochaines années. Peut-on avoir une idée sur comment ces 10 milliards vont être répartis? Il y a une grosse partie de cet investissement qui va aller sur la capacité de transmission. Parce qu'aujourd'hui, avec le haut débit, on a besoin de plus en plus de capacité de transmission. Lorsqu'on va faire des technologies comme la DSL, ou comme le Wi-Fi outdoor, ou comme la 4G, on va avoir besoin derrière de très gros tuyaux. Donc on va investir beaucoup sur cette transmission. On va investir aussi sur des plateformes avancées pour pouvoir donner plus. Inouï a été innovateur essentiellement sur le service et la différenciation. On ne peut pas en faire un lancement de la 4G avec uniquement des tuyaux qu'on met à disposition d'autres personnes qui vont les utiliser. Wana a distribué cette année, en fait, en 2015, Oui. elle a distribué ses premières dividendes. Oui. C'est une grande première. Ça veut dire que la société est devenue incontestablement rentable. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire que les difficultés financières qu'elle a connues au démarrage sont désormais derrière elle? Écoutez, je pense que le signe de distribuer les dividendes est quand même le signe d'une bonne santé financière. En général, on ne distribue pas des dividendes pour s'arrêter l'année suivante, donc on a quand même une anticipation de distribution importante. Depuis 2009-2010, la société n'a fait que croître en termes de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est le 2e opérateur en termes de chiffre d'affaires au Maroc. L'EBITDA s'est amélioré, le résultat net s'est amélioré. On a investi beaucoup d'argent, tout en autofinancement. On n'a pas parlé de changement de la dette depuis 5 ans. On va peut-être profiter de ce que les taux sont relativement bas pour refinancer notre prêt actuel. Comme tout à chacun, quand les taux sont bas et qu'en plus la société marche bien, ben on va en profiter. Mais les difficultés financières de Wana datent d'une autre période. L'ANRT a fait valider en avril dernier la note d'orientation générale pour 2015-2018. Il y a dedans plein d'objectifs à cet horizon-là. Que pensez-vous globalement de cette note d'orientation? Je pense que c'est une bonne note d'orientation. Après, il va falloir voir un petit peu comment elle va être déclinée dans les faits. Mais c'est vraiment une note d'orientation pour stimuler le secteur, pour faire que les télécommunications, même si aujourd'hui le secteur est un peu en difficulté à cause d'une guerre des prix intense, continuent à croître, continuent à se développer et soit vraiment à la colonne vertébrale du développement dans le pays. Le nom de Wana a été également associé ces derniers mois à une affaire de trafic international de communication. Il y avait d'anciens cadres, notamment votre prédécesseur, qui ont été condamnés dans le cadre de cette affaire. Tout est parti d'une plainte de Wana, justement. Alors, comment avez-vous découvert le poteau rose? Les gens ne croient pas, mais on a vraiment eu une antenne qui était perturbée avec vraiment du parasitage. On a vraiment fait appel à l'ANRT pour savoir ce que c'était que ce parasitage. Et quand on est allé voir l'endroit où il y avait du parasitage, on a trouvé des équipements de DTI. Le DTI est quand même quelque chose de gravissime parce que ce sont des devises qui ne rentrent pas et des intermédiaires au milieu qui en profitent. Donc une fois qu'on a vu ces équipements, on a déposé plainte. La justice a suivi son cours. D'abord, les policiers ont fait leur enquête. La justice a suivi son cours. Il y a eu des réquisitoires, il y a eu des jugements qui ont eu lieu. Le jugement est en appel. Je ne commenterai pas plus, mais pour nous, c'était une procédure tout à fait comme on a vécu d'autres. Avec un préjudice conséquent? Oui. Peut-on avoir une idée sur... Plusieurs centaines de millions de dirhams.
Monsieur Debord, merci pour vos réponses. Merci. Chers visiteurs, merci de vous avoir suivis et au plaisir de vous retrouver pour un autre grand format sur le 360.ma.